Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour la suite de Partageons l'économie. Alors, il est difficile de penser l'investissement ESG sans se poser la question des outils et de leur nécessaire harmonisation. Aujourd'hui, il existe, c'est vrai, certains standards de place, certains indices de référence. Alors, est-ce que certains d'entre eux sont en train de s'imposer et puis qui les utilise? Parce qu'on pense bien sûr aux investisseurs institutionnels, mais néanmoins, ce serait oublier aussi les investisseurs particuliers qui ont leur rôle à jouer dans cette transition de l'économie que l'on essaye de mener à bien. Alors, pour discuter avec nous de tous ces sujets, nous sommes ravis de retrouver Léo Garnier. Bonjour Léo. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rift. Rift, qui est une application qui permet de savoir comment les banques et les assurances investissent l'argent des particuliers, donc finalement de connaître l'impact de cette épargne. Tout à fait. Jean-Guillaume Péladan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie environnement de la société de gestion Sycomore AM. Et Pierre Chabrol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sous-directeur financement des entreprises et marchés financiers à la direction du Trésor. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir. Alors, pour commencer, Jean-Guillaume Péladan, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, et on en parle finalement depuis le début de la journée, il existe des standards déjà, il existe des labels, il existe des indices. On parle tout le temps de trouver de nouveaux modèles, de trouver de nouveaux outils, parce que est-ce que ce qui existe aujourd'hui ne suffit pas, ne fonctionne pas ? Alors, bonne question de base. On travaille bien comme un bon artisan uniquement avec des bons outils. Et évidemment, il vaut mieux d'abord essayer de mieux utiliser les outils existants. Et en fait, il y en a déjà beaucoup. Oui. Ça, c'est clair. Il y a un exemple que j'aimerais évoquer, c'est celui du label Greenfin. Donc, c'est un label gouvernemental qui a été construit par le ministère de l'écologie en 2015, qui est rentré en application en 2016. Aujourd'hui, ce label qui est très exigeant et qui est relativement simple d'application, parce qu'il est basé sur une taxonomie, donc une classification, mais qui fait une vingtaine de pages. On n'est pas dans comme l'européenne. On n'est pas dans le niveau de complexité. Vous rajoutez 2 zéros au nombre de pages et vous êtes dans l'ordre de grandeur de la taxonomie européenne pour une taxonomie qui n'est pas terminée, je vous rappelle. Et donc ce label Greenfin est un label très exigeant. Il exclut à peu près plus de 10% des univers. Tout ce qui est fossile, tout ce qui est nucléaire est complètement sorti. Et il garantit un contenu vert sur la base d'éco-activité qui est très important. Donc c'est l'exemple d'un outil qui aujourd'hui et qui est passé de l'inconnu à un début de notoriété. On en a très peu parlé depuis ce matin. C'est bien dommage. Donc je suis content d'en parler parce que c'est l'exemple d'un outil qui marche. Ça fait 6 ans. Alors pas assez utilisé. Comme il est très exigeant, tous les fonds ne seront pas labellisés Greenfin, et heureusement, ça veut dire qu'il est exigeant. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 31 milliards d'euros de fonds. Derrière, il y a 84 fonds qui ont été labellisés. Ça commence à être un chiffre significatif, mais ça représente encore moins d'1% de l'épargne française. C'est pas beaucoup. Donc, c'est l'exemple d'un outil qui est audité 2 fois par an par des gens comme Novetic. C'est sérieux, c'est un vrai audit ligne à ligne, et d'outils qui marchent, qui est répertorié aussi dans la loi Pacte, dans l'assurance vie, qui est obligatoire maintenant. Et voilà, donc utilisons mieux les outils, connaissons aussi la limite des outils existants. L'empreinte carbone, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, je crois, dans les différentes tables rondes. C'est un outil indispensable lorsqu'on a une entreprise, se connaître soi-même, mais donc mesurer pour mieux gérer. Après, lorsqu'on l'utilise de manière agrégée dans les portefeuilles, tel que c'est souvent fait dans la finance, là, il y a des limites qui sont très importantes. Et à l'usage, agrégé dans un portefeuille, ce n'est pas un outil utile pour la décarbonisation, même si malheureusement, il est utilisé de manière un petit peu aveugle par beaucoup d'indices bas carbone. Et donc voilà, connaître mieux les outils existants et les limites aussi de ces outils. D'accord. Alors, on a l'impression, du moins, peut-être juste dans nos débats ce matin, mais de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, que le label qui est un peu poussé en ce moment par le gouvernement français, ce serait plutôt le label ISR qui va être réformé, qui veut devenir plus exigeant. Est-ce que l'ambition du gouvernement derrière, c'est de faire de ce label ISR un véritable standard de place ? Et question subsidiaire, est-ce qu'il peut devenir un standard de place au-delà de la France ? Puisqu'on sait bien que la transition, elle ne peut pas se faire à un niveau français uniquement. Déjà, si on arrivait européen, ce serait formidable. Plus large, on n'en parle même pas encore, mais... Alors, on parle d'un standard de place aujourd'hui, et je voudrais revenir sur cette notion de standard de place, parce que, et on en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, on est en train de créer des standards au niveau européen, et qui vont structurer l'organisation de la finance durable en Europe dans les années qui viennent. Il y a la taxonomie verte, il y a le règlement CSRD qui vise à standardiser le reporting extra-financier. Le reporting extra-financier, ça veut dire que des entreprises vont reporter directement sur des critères ESG, comme elles le faisaient précédemment sur des critères financiers. Et
l'enjeu d'un standard de place, c'est de définir pour les acteurs français, pour les entreprises françaises et pour les entreprises du secteur financier, le mode d'emploi de la mise en œuvre de ces standards, de ce dictionnaire européen. Et l'objectif, c'est que tout ça soit assimilable, opérationnel pour les entreprises d'un côté, et puis pour les acteurs du secteur financier de l'autre, banquiers, assureurs et fonds d'investissement. Donc avec un standard de place, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche prenons par exemple l'objectif de décarbonation de l'économie, on cherche à s'assurer que la donnée, les plans de transition climatiques qui vont être mis en place par les entreprises, l'analyse de ces plans de transition et leur notation, tout ça répondent à des standards qui donnent une prévisibilité et une capacité pour chacun de se mettre en marche pour justement arriver à réussir cette transition dans un contexte où aujourd'hui on a pléthore de méthodologies qui partent un petit peu dans tous les sens, et donc il y a un enjeu de crédibilisation et de rendre les choses les plus simples possibles pour les entreprises. Dans l'Hexagone, pour l'instant. Alors, non, parce que justement, il y a ces standards européens qui vont être mis en place, et après, il faut les rendre opérationnels directement, secteur par secteur et entreprise par entreprise. Et c'est ça l'enjeu du standard de place. Et c'est peut-être à ce niveau-là que je voudrais revenir vers le label ISR pour rappeler le rôle historique qui a été celui du label ISR, qui a été justement celui d'acclimater une gestion ESG, dans la gestion d'actifs, acclimater des processus de gestion ESG et qui a rencontré un très gros succès du fait justement de la simplicité du référentiel sur lequel il s'appuyait et du fait qu'il a réussi à être justement la référence de la place sur la gestion ESG. Donc le label ISR de ce point de vue-là est une référence intéressante. Après, sur la question d'un standard de place pour mettre en place le projet de décarbonation de l'économie et pour arriver à nos objectifs de décarbonation de l'économie tels qu'on se les ait fixés au niveau international et notamment au niveau européen, eh bien, il faudra sans doute réfléchir à la façon dont on veut procéder. Ça pourra passer évidemment par la technique du label. Peut-être qu'il faudra avoir d'autres instruments normatifs, peut-être plus contraignants. Mais ça, c'est un chantier qui reste à définir. On a parfois l'impression d'un grand écart avec des acteurs institutionnels, avec des acteurs étatiques, européens, gouvernementaux, etc. Et puis, de l'autre côté, les investisseurs particuliers qu'il faut évidemment embarquer si on veut réussir à mener la transition à bien. Léo Garnier, je me tourne vers vous parce que ces investisseurs particuliers, vous portez un petit peu leur voix aujourd'hui. Votre objectif, c'est d'atteindre une plus grande transparence sur l'utilisation des fonds de ces investisseurs particuliers. Qu'est-ce qui est utile à cette transparentisation ? Je ne sais pas très bien comment le dire, tiens, d'ailleurs. Transparisation, merci beaucoup. Qu'est-ce qui serait utile ? Quels outils vous aimeriez voir en place ou lesquels est-ce que vous utilisez et jugeriez bon de voir un peu plus largement utilisés par la place de Paris ? Oui, tout à fait. C'est une des raisons qui a amené à la construction de RIS, c'était l'absence de cette standardisation en plus de la transparence. Je vais revenir sur des notions assez simples. Par exemple, Jean-Guillaume parlait d'empreinte carbone, même si c'est pas forcément l'indicateur unique pour parler d'impact environnemental, mais en tout cas c'est le plus utilisé. Même pour cette empreinte carbone, qui est un indicateur qui est relativement simple, d'un acteur financier à un autre, il y a des méthodologies qui sont complètement différentes et qui rendent les produits incomparables. Et ça, c'est vraiment un des premiers problèmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on a voulu faire cette analyse, de regarder un peu quels sont les acteurs qui travaillaient bien, moins bien, comparé des produits financiers, on voit que les méthodologies, il y en a certaines qui prennent en compte, par exemple, le scope 1, 2, 3, donc c'est-à-dire qu'elles vont prendre toute l'empreinte carbone de l'entreprise, et il y en a qui vont s'arrêter au scope 1, 2, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en compte toute l'utilisation du produit, par exemple. Et puis rien que de parler de scope à un investisseur particulier, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà beaucoup, et s'il n'y a pas de standardisation, ça veut dire que quelqu'un, en fonction de son portefeuille d'investissement, peut choisir la méthodologie qui lui va bien, et donc être dans une bonne performance par rapport à un autre acteur qui est peut-être plus engagé, mais qui, par la sélection de méthodologies qui sont ambitieuses, va avoir un score d'empreinte carbone qui est pas du même niveau. De la même façon, quand on parle d'exclusion sectorielle, c'est aussi des choses qui sont assez utilisées dans le monde de la finance durable. Donc on va dire, par exemple, j'exclus le charbon ou j'exclus le pétrole. Là aussi, il n'y a pas de standard
Pour parler de ces exclusions, il y a des gens qui vont par exemple exclure toute la chaîne de valeur, donc pas seulement le producteur, mais aussi tous les fournisseurs, amont, aval, etc. Et il y a des gens qui vont aussi faire des exclusions, par exemple si c'est 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autres qui vont faire des exclusions si c'est au moins 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là encore, des niveaux d'exigence pour le gestionnaire qui sont complètement différents. Et ça, je pense que c'est la première chose qui rend cette uniformisation des standards nécessaire pour le consommateur, pour qu'il puisse prendre des décisions d'investissement éclairées. Quand on va acheter un paquet de gâteaux et qu'on dit il y a 10 grammes de sucre, on sait qu'il y a 10 grammes de sucre et c'est pas suivant la méthodologie 5 grammes de sucre et une autre 15 grammes de sucre. Et le Nutri-Score, par exemple, même s'il a des défauts, a pu être utile à cet égard. La deuxième, à mon avis, nécessité de créer des standards de marché, c'est comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler à un investisseur particulier quand il fait ça en quelques heures dans l'année, de scope 1, 2, 3, d'impact de toutes les méthodologies techniques. Et donc, il faut réussir à comprendre ce qui est très important pour lui, et c'est aussi un des deuxièmes travaux qu'on essaie d'accomplir avec Rift, c'est de réussir à comprendre ce qui est important pour un épargnant particulier et lui montrer qu'il y a des solutions d'épargne qui peuvent lui correspondre. Je vais donner un exemple assez simple. Le label ISR, même s'il il a réussi à créer le chemin pour mettre des processus de sélection qui ne sont pas seulement sur des critères financiers, il n'apporte pas une valeur extra-financière comme un investissement environnemental, ce qui est le cas du label Greenfin, ou un investissement social solidaire, ce qui est le cas du label Finansol par exemple. Et là aussi, on a un besoin de standardisation parce que sinon, on se retrouve avec des investisseurs qui viennent voir leur banquier, qui disent « moi, je voudrais de l'investissement durable ». Le banquier pioche dans une palette d'investissements socialement responsables et n'arrive pas à déterminer si ce que durable pour l'épargnant particulier, ça voulait dire un investissement qui est bon pour l'environnement ou est-ce que ça veut dire un investissement par exemple qui est sur la solidarité internationale, est-ce que ça veut dire un investissement qui exclut le tabac parce que pour lui le secteur du tabac c'est vraiment ce qui est important et tout ce qui sont les enjeux de changement climatique ou de solidarité internationale c'est pas vraiment ce qui va le toucher et donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de standards pour qu'on puisse apporter à chaque épargnant particulier des produits d'investissement qui comprend et qui lui correspondent. Et vous avez choisi quoi? Est-ce qu'il y a des critères très précis? Parce que c'est standardisation, mais aussi quelque part un peu simplification. Donc si on devait retenir quelques unités de mesure ou quelques critères pour que cet investisseur particulier comprenne son impact? Alors, il y a des choses extrêmement simples et on a été les premiers surpris de voir que c'était des critères qui marchaient bien. Par exemple, les exclusions de certains secteurs ou au contraire le soutien à certains secteurs sont des choses qui sont assez puissantes. En fait, on voit que ça peut vraiment rebuter certains investisseurs d'être exposés à certains secteurs et au contraire, ils peuvent trouver que contribuer au développement d'un secteur économique, c'est quelque chose qui leur est très cher. Donc ça, c'est des choses qui sont très simples et qui sont disponibles. Et nous, on travaille beaucoup sur tous les indicateurs environnementaux parce que c'est les choses qui sont les plus disponibles. Donc même si c'est pas parfait, on a l'empreinte carbone dans nos indicateurs. Oui. On travaille également avec des indicateurs plus holistiques comme l'ANEC, mais également, on y reviendra sûrement plus tard, mais également, par exemple, l'empreinte sur la biodiversité, quelque chose qu'on a extrêmement vulgarisé, où on va donner un équivalent en mètres carrés d'habitats naturels qui ont été artificialisés par les entreprises ou les États qu'a financé indirectement l'épargne. D'accord. D'accord. Alors NEC, vous l'avez cité, donc on va essayer de creuser un petit peu ce que c'est. Donc là, il s'agit d'une initiative qui vient d'un acteur privé, mais qui néanmoins voudrait ou a vocation, corrigez-moi si je me trompe, à essayer de devenir une sorte de standard ou d'outil plus largement utilisé. Quel est cet outil? À quoi est-ce qu'il est destiné? Alors d'abord, la NEC, c'est un acronyme. N'est-ce pas? Un autre en français, contribution environnementale net Environmental Contribution. Les standards et les bons outils dont on parle aujourd'hui doivent être compréhensibles, y compris par l'utilisateur final, y compris l'épargnant, et pas seulement l'investisseur professionnel, et doivent aussi être mondiaux, parce que l'économie est mondialisée, et être complètement transparents pour permettre la comparabilité qu'a évoqué Léo. Ça, c'est absolument essentiel, et ça doit aussi être comme on dit, cross-asset, c'est-à-dire à travers toutes les classes d'actifs, parce que vous pouvez épargner aussi bien dans des obligations que dans des actions cotées, pas cotées. Et en fait, on a cherché, il y a 7 ans, à répondre à une question très simple que je pense qu'on se pose tous quand on investit, ou qu'on devrait se poser. Est-ce que mon produit financier, là, ce que je mets sur mon PEA, par exemple, il est vert, il est gris ou il est marron? Est-ce qu'il est aligné avec la transition écologique? Et en fait, donc on a fait un travail à plusieurs qui a démarré chez Sycomore Asset Management, mais aujourd'hui, il y a une vingtaine d'utilisateurs de l'ANEC, dont Rift. D'accord, donc plutôt dans le secteur de l'asset management?
Alors, des asset managers, mais aussi des asset owners, D'accord. des assureurs, des gestionnaires d'actifs, qui soient du côté comme nous, qui gérons au quotidien, ou ceux qui sont des assureurs, qui ont de l'argent à placer. D'accord. C'est aussi des entreprises comme l'entreprise SPI, qui est une entreprise cotée, qui communique à la fois sur la NEC, enfin, la partie de son activité qui est une NEC positive, et la taxonomie, parce que les deux choses sont très complémentaires. Et donc, on a voulu montrer qu'il était possible de construire à partir des informations qui sont disponibles, parce que nous, on est des praticiens, donc on fait des outils. L'outil doit d'abord marcher, parce que s'il est théoriquement séduisant, mais qu'il est incalculable, ben c'est fini. Et il couvre toutes les activités, et il vous permet de classer l'ensemble des activités qu'on a évoquées. Alors, par exemple, le charbon, c'est à moins 100. Qu'est-ce qu'il y a plus 100 ? Il y a des choses à plus 100 ? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a la marche à pied, le vélo, D'accord. le train, et vous avez le bus s'il est bien chargé. Vous avez la voiture électrique si elle roule dans un... Alors si elle ne fait pas 2,5 tonnes, et si elle ne roule pas en Pologne, avec une électricité carbonée, parce qu'on est capable Donc, d'intégrer... toute la chaîne de valeur. Ah oui, l'approche, elle est toujours sur toute la chaîne de valeur. Le légume bio en vrac, D'accord. le recyclage... Et vous allez avoir une habitation qui est particulièrement performante en termes d'efficacité énergétique, d'isolation et éventuellement de production aussi d'électricité renouvelable locale, peut avoir une NEC très élevée. D'accord. Donc vous allez avoir que des activités de ce type. Et la viande de bœuf se trouve malheureusement du côté très très négatif, etc., etc. D'accord. On arrive à tout classer. Et donc oui, il est possible, on voulait démontrer que si on voulait, il était possible d'avoir ces métriques universelles, alors qui nécessitent des mises à jour. Donc là, la NEC qui est accessible maintenant à tout le monde grâce à la NEC Initiative. Avec d'ailleurs des membres qui font partie du secteur public. On a eu Novetic comme premier soutien, la Caisse des dépôts, etc. Et l'Institut Louis Bachelier côté académique. Mais donc, voilà, c'est aujourd'hui un outil ouvert et il est possible de donner des réponses pédagogiques qui résument des informations à la base scientifique. D'accord. Donc là, on est effectivement sur des initiatives qui sont plutôt côté secteur privé, secteur public. Vous avez demandé un rapport, Bercy a demandé un rapport à Yves Perrier qu'on recevait ce matin. On a eu quelques idées de ce que contenait le rapport. Au-delà du contenu du rapport en lui-même, quelle était votre ambition derrière ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre au travers de la demande de ces rapports ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, votre ambition pour la place de Paris ? Alors, la mission qui a été confiée à Yves Perrier, c'était de nous aider à définir la façon, ou en tout cas de dresser des pistes pour définir la façon dont les entreprises du secteur financier pouvaient contribuer à l'objectif de décarbonation de l'économie, aux objectifs fixés notamment dans le cadre européen et dans le cadre français. Et donc l'objet était de dire, voilà, comment cette trajectoire peut être définie et quelle peut être la contribution du secteur financier. Ça, c'était la question générale qui lui a été fixée par le ministre pour ce rapport. Et après, lui, il en a profité du coup pour présenter les enjeux du sujet, présenter ce qui a déjà été fait par les acteurs de la place, et puis pour formuler toute une série de propositions sur l'organisation de la place et sur la façon notamment dont la place peut s'organiser pour mettre en place ces instruments, ces standards de place, pour revenir au sujet précédent, ces standards de place définis conjointement par les acteurs du secteur financier, les acteurs industriels, les autorités publiques, de façon à décliner, comme je vous le disais tout à l'heure, secteur par secteur, entreprise par entreprise, les standards qui sont définis aujourd'hui au niveau européen sur la taxonomie verte ou sur le reporting extra-financier. Et ça, c'est, je pense, le cœur de ce rapport. C'est un appel, si vous voulez, à la mobilisation générale. Et Yves Perrier utilise un lexique d'ailleurs assez martial de ce point de vue-là, et je pense qu'il a raison. Hein. Mobilisation de tous les acteurs pour se mettre d'accord sur les standards qu'on va adopter si vous voulez, mettre en place une méthodologie sur laquelle tout le monde s'accorde pour considérer qu'elle est fiable et qu'elle est crédible. Et on peut en savoir plus sur cette méthodologie ou pas ? Justement, c'est un chantier à mettre en place. Les standards je dirais de base, les grandes orientations sont en train d'être mises en place au niveau européen. Et désormais, il faut les décliner
et notamment au niveau français. Et il y a l'objectif, effectivement, de décarbonation de l'économie. Il y a l'objectif d'être simple, lisible, compréhensible par toutes les entreprises dans tous les secteurs et les entreprises de toute taille. Donc il y a un enjeu de crédibilité de ce processus et un enjeu, je dirais, d'emmener tout le monde, quoi. D'emmener tout le monde et d'acclimater tout le monde à ce processus pour être réellement efficace dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et il y a un enjeu, j'ajoute aussi, qui est important aussi, je pense, d'attractivité de la place de Paris. De la place de Paris, quand on parle de place financière, et puis évidemment aussi de l'économie française, de façon plus générale. Qui avait une certaine avance. Vous considérez qu'elle l'a toujours, faut conserver, son avance Léo Garnier, ces initiatives de standardisation, donc elles se jouent à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle française. Est-ce que elles répondent à vos attentes ? À nouveau, je me place vraiment du côté de ces investisseurs particuliers parce qu'ils sont peu représentés aujourd'hui, donc on est très content d'avoir un peu quelqu'un qui porte leur voix. Est-ce que vous, ces orientations, ces méthodologies, ces travaux, vous trouvez ça satisfaisant ? Et sinon, en fait, qu'est-ce que vous attendez ? Alors, je pense qu'il y a 2 sujets vis-à-vis de ces travaux. Il y en a un premier, c'est est-ce qu'ils sont pertinents, et je pense qu'il y en a effectivement un certain nombre qui sont pertinents. Par exemple, les règlements CSRD, etc. vont aider à apporter plus de normalisation et éviter que certains acteurs financiers fassent n'importe quoi, pour le dire assez clairement, et donner un cadre pour que une initiative de finance durable, ça réponde à un certain standard, à un minimum. Il y en a d'autres qui me semblent... en tout cas, c'est moins net l'impact qu'elles vont avoir. Par exemple, on a le règlement MiFID II qui va introduire une notion de profil de durabilité. Aujourd'hui, quand un conseiller aide un investisseur particulier à investir, il va établir son profil de risque. Et donc, en fonction, pourra lui recommander certains produits financiers. Demain, il devra aussi déterminer quel est le niveau de durabilité qu'exige l'investisseur particulier. Et là, on a à la fois les professionnels qui nous disent qu'ils ne savent pas comment le mettre en place aujourd'hui et que ça va être... c'est pour novembre prochain, donc c'est vraiment pour une échéance très courte. Et aujourd'hui, ils ont du mal à voir comment ils vont pouvoir le mettre en place. Et on voit aussi dans les premières ébauches de comment vont se constituer ces questionnaires que probablement, elles ne répondront pas à cette question que je soulevais tout à l'heure, quelles sont les valeurs de l'épargnant final, parce que pour nous, c'est ce qui remonte le plus. Les personnes ne disent pas, je veux un produit financier qui est 75% durable, échelle A durable. Ils disent, je veux un produit financier qui finance telle économie, l'économie dans laquelle je vis, l'économie pour laquelle je consomme aujourd'hui. Donc je pense ça, c'est... Et ça, vous le traduisez comment, en fait, entre une valeur, un souhait, un désir ou une éthique, et puis une orientation d'investissement derrière ? Par exemple, nous, dans l'application RIF, il y a déjà disponible la possibilité de filtrer par secteur d'activité que je voudrais exclure ou que je voudrais au contraire soutenir. Par certains labels, par exemple. Également, par exemple, est-ce que c'est des préférences environnementales ou des préférences sociales, ce qui n'existe pas aujourd'hui du tout dans ces réglementations européennes. Et donc ça, je pense que c'est un manque qui devrait être comblé, parce que, et même d'un point de vue économique pour les acteurs financiers, c'est de la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à leurs clients que de réussir à les conseiller sur autre chose qu'un rendement risque-rentabilité, et de dire, je vous ai fourni un produit qui est plutôt catégorie A ou catégorie B. Ça, c'est pas très parlant, et pour le client final, ça va être barbant pour le client final, pour le conseiller, et in fine, la valeur apportée, à mon avis, assez faible. En plus, il y a une deuxième problématique, à mon sens, et le rapport du GIEC nous a mis cette réalité en face il y a quelques mois, c'est la question de la célérité. Et moi, je connais pas un acteur financier qui essaye pas de faire l'investissement plus durable, mais l'investissement plus durable avec quelle ambition et pour quand, c'est ça la vraie question. Et de la même façon, je pense que ces réglementations européennes, on voit que la taxonomie, elle a été décalée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour moi, c'est une vraie problématique, parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans de perdus pour l'ensemble de l'économie pour avancer dans cette direction. Et même si les choses avancent, je pense qu'on pourrait mettre encore un coup d'accélérateur. J'anticipe parce qu'il y a un débat dans l'après-midi qui va beaucoup parler de l'entreprise à mission, donc je raccroche un peu. Vous avez choisi le statut d'entreprise à mission. Pourquoi ? Et à l'inverse, est-ce que vous préférez, vous, en tant qu'investisseur, enfin à l'inverse d'ailleurs, c'est pas à l'inverse, mais est-ce que vous aussi, en tant qu'investisseur, vous préférez investir sur des entreprises à mission ? Et est-ce que le fait d'être entreprise à mission peut créer aussi un biais d'investissement ? Alors doublement oui, je dirais même triplement, parce que non seulement Sycomore Asset Management est une entreprise à mission depuis 2 ans, on a aussi allé chercher la certification B Corp qui est très exigeante, et on l'a également choisi avec nos partenaires pour la NEC Initiative.
donc qui porte le standard de place de l'ANEC et qui est une entreprise à mission. On est en train de constituer le comité de mission qui va être indépendant très majoritairement et qui aura un rôle central dans la gouvernance. Et donc, voilà, on l'utilise pour nous-mêmes, pour les projets auxquels on participe. Et en tant qu'investisseur, oui, c'est un signe positif. Après, tous les outils, c'est plutôt un bon outil, mais qui est très paramétrable. Voilà, si vous avez une entreprise à mission dont la mission n'est pas terriblement définie, avec une gouvernance d'un comité, par exemple, de mission qui n'est pas du tout indépendant, et bien là, ça sera un outil qui sera mal utilisé, ce qui arrive. Donc, on regarde, c'est plutôt un signe positif, mais il faut toujours regarder le détail. D'accord. Vous suivrez avec attention la table ronde qui sera bien sur ce sujet. Il nous reste 1 minute pour conclure. Pierre Chabrol, on a beaucoup demandé aux acteurs privés ce qu'ils attendaient du public. Vous, en tant qu'acteur public ou gouvernement, qu'est-ce que vous attendez des acteurs privés ou comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Alors, ce qu'on attend là dans l'immédiat, et je lance du coup, je profite de lancer un appel, il y a des consultations extrêmement importantes qui ont été lancées par la Commission européenne, enfin la branche qui s'occupe du reporting extra-financier qui s'appelle l'EFRAG, par la fondation IFRS qui est la fondation qui s'occupe de la normalisation comptable internationale, et également par la SEC qui est un des organes de régulation aux États-Unis, qui ont lancé 3 consultations sur justement à quoi doivent ressembler les normes, les standards du reporting extra-financier. Donc l'enjeu est absolument considérable, et donc là, ce qu'on attend des acteurs privés, c'est qu'ils donnent leur avis. Qu'ils donnent leur avis de façon justement à ce que ceux qui sont chargés de créer ces standards au niveau international et au niveau européen, standards qui sont absolument fondamentaux pour l'avenir de la finance durable, parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir avoir des données qui seront normalisées, qui seront fiables, qui seront lisibles, compréhensibles, comparables, auditables. Eh bien, il est important que les acteurs privés répondent très sérieusement à cet exercice de consultation qui court jusqu'au 8 août, s'agissant de l'EFRAG, et qui permettront ensuite justement aux normalisateurs européens et internationaux d'affiner leur travail de façon à ce que les normes qui seront définies soient les plus faciles à mettre en œuvre par les différentes entreprises qui seront concernées par cet exercice de reporting qui sera nouveau. Mais écoutez, je peux vous laisser ma place parce qu'il se trouve que c'est le sujet de la table ronde qui suit à partir de maintenant. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup.